La culture, c'est le voyage et on va beaucoup voyager pendant cette édition de Connaissez-vous. On va voyager à travers l'Europe et on verra que l'histoire de cette construction européenne, elle est parfois intimement liée à nos histoires personnelles. On voyagera en musique entre Bruxelles, Anvers et Boston et puis on voyagera avec un artiste plasticien de l'autre côté de la Méditerranée. On ira notamment visiter des hammams. Vous me suivez ? Bonjour Cédric Eckhout. Bonjour. Comment est-ce que vous vous sentez ? Là, je me sens un peu perdu, mais Vous vous sentez un petit peu perdu ? je peux m'installer là. Oui, vous C'est pouvez vous parfait. asseoir. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit sur votre t-shirt ? Ah, il est marqué les footballeurs contre le racisme. Ouais. C'est une équipe de football inclusive de Berlin. Et j'aime beaucoup ce t-shirt. Et puis voilà, j'aime bien le foot aussi, mais pas tant que ça. Mais j'avais été très touché par le mouvement des Diables Rouges l'année dernière, quand ils avaient porté le brassard LGBTQ, voilà, à un moment des problèmes avec la Hongrie, etc. et tout, pendant l'Euro. Voilà. Ouais. On est déjà en train de parler d'Europe. On est bien dans le thème. Oui, tout à fait. Ouais. Cette Europe de la tolérance qui lutte contre l'homophobie, qui lutte contre le racisme, c'est l'Europe que vous aimez ? C'est l'Europe que j'aime, oui, et qui accueille aussi. C'est très important. Ouais. C'est plus que l'Europe que vous aimez, c'est l'Europe qui vous a faite ? Oui, c'est l'Europe qui me touche et l'Europe dont j'avais envie de parler, parce que je pense qu'on a grandi dans une Europe, en tout cas moi, où il a toujours été beaucoup question d'économie dès le départ, et on a mis un peu le social de côté. Et je pense qu'il y a quelque chose au niveau de la solidarité, de la mixité des peuples, de l'ouverture aux peuples en dehors de l'Europe, tous les peuples, et qui doit être débattu et qui doit être considéré. Parce que l'Europe doit rester une terre d'accueil pour toujours. Ouais. On parle d'Europe, hein, parce que c'est le thème de votre spectacle. Vous le jouez en ce moment au Théâtre National. C'est un spectacle que vous avez créé au début de la pandémie ou juste avant la pandémie de Covid-19. Ça s'appelle The Quest. C'est donc à voir jusqu'au 28 mai au National. C'est la quête de quoi ? De vous-même ? Question. Oui, entre autres, c'est une quête en tout cas pour une union, on va dire, pour une unité, comme je le disais au départ, plus de solidarité, je veux dire, plus de rencontres, moins de peur, moins d'armure, moins de protection, plus de hugs. Ouais. Cette armure, on va la voir. On va voir un premier extrait, comme ça on va se plonger dans l'ambiance et on en reparle juste après. So, okay, we met at a party, okay, and you're dancing. You are a badass, okay, and sorry, lady, and you're watching each other. Look at me. Look at me, baby, badass. So, it's body language. Hey! There are no more foreigners. Body language. Body language, Yeah. Body language. body language, Body language. body language, Body language. Hey, come on, body Balas. language, Come on, Balas. Don't be shy. Help Balas, body guys. language, Allez, come on, body Europe. language, Come on. body language, There are no more languages. No more foreigners. Only body language. Cédric Eckhout, le langage du corps. Il faut expliquer cette séquence. À qui vous vous adressez et qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Je raconte comment est-ce qu'on communique quand on ne parle pas la même langue, en fait. Je m'amuse à parler de ça. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de parler la même langue pour pouvoir se comprendre ? Et donc, ça inclut évidemment beaucoup d'idées, d'envies, de désirs. Et donc, quand je parle du langage du corps, c'est qu'on peut se rencontrer, l'accueil, et l'accueil de l'étranger, et l'accueil de l'autre. Et elle se fait par les yeux, elle se fait par les bras, elle se fait en mouvement, de manière... on n'est pas obligé toujours de devoir utiliser
l'anglais dans ce cas-ci ou une langue commune quand on n'en a pas. C'est que ça peut se traduire aussi par des gestes et que des fois, des gestes en disent beaucoup plus que des mots. Ouais. Vous êtes 3 sur scène, on vient de vous voir. Donc le personnage de gauche, la personne à gauche, c'est plus qu'un personnage, c'est votre maman. Oui, c'est ma maman, ma vraie maman, qui n'est pas actrice, qui est donc coiffeuse à la retraite, et c'est son premier spectacle. Oui, c'est son premier spectacle. Ouais. Et elle cuisine, hein, elle va préparer des frites. Oui, elle prépare des frites belges parce que je voulais qu'elle prépare un plat un peu nationaliste. Parce qu'il est important, enfin vous le comprendrez en voyant l'extrait, hein, mais que je traite évidemment de l'Europe de manière... voilà, avec ma personnalité, j'ai aimé beaucoup de mon histoire, mais je veux dire, je tenais à ce que ce soit aussi drôle pour qu'on puisse parler d'un sujet, pour que ce soit pas... Parce qu'au premier abord, on n'a pas tellement envie de parler d'Europe. Donc c'était important pour moi qu'on amène ça d'une manière familiale, justement, et j'espère, ouais, drôle. Ouais, et votre maman, elle vous accompagne sur scène, elle vous a même accompagné dans la jeunesse du projet, hein, parce qu'il y a des petites vidéos qui sont projetées pendant le spectacle. Elle vous a accompagné dans ce tournage, qui vous a emmené en Suède, en Hongrie notamment. Hein. Oui, oui, tout à fait. Pendant un an, avant la création, nous sommes allés à raison... Enfin, ma maman venait 3 jours, pas plus, vraiment genre même 48 heures. Et pendant 48 heures, dans une ville, donc à Budapest, à Stockholm, à Groningen, enfin à Luxembourg, etc. Elle venait et on interviewait pendant 48 heures 10, 15 personnes sur le thème de l'Europe, la famille, l'union et la séparation. Ouais. Voilà. Pourquoi la séparation ? Parce que donc c'est la raison pour laquelle ma maman est sur scène, c'est que ma maman est wallonne et mon papa est flamand. Et ils ont été mariés, voilà, il y a bien longtemps, ils ont eu 4 enfants, je suis le dernier, et puis ils se sont séparés lorsque j'avais 5 ans. Et donc je fais un parallèle entre la séparation de 2 cultures différentes, donc même si elles font partie d'un même pays, donc la Wallonie et la Flandre, et l'Europe, comme par exemple avec le Brexit. Ouais. Et je fais même un parallèle plus complet encore avec mon nom de famille, puisque je m'appelle Cédric Eckhout et que je m'amuse à jouer de mes initiales en les comparant à ceux de la communauté européenne. Ouais. Donc en gros, je me présente comme la crise européenne. Ouais. C'est un petit peu immodeste. C'est totalement immodeste. Ouais. Je joue à Don Quichotte, donc il a un ego surdimensionné. Hein. Ouais. C'est un personnage de fiction. Mais vous tricotez comme ça, hein, ce rapport entre une histoire personnel, intime même, parce que ça parle de vos relations amoureuses, ça parle d'homosexualité, ça parle de rapport aux autres, et puis une histoire beaucoup plus politique, qui est une histoire de construction européenne et de la direction que prend la construction européenne. Je fais une petite parenthèse, Cédric Eckhout. Oui. Si on était maintenant, avec la guerre en Ukraine, le spectacle, vous l'écririez différemment ? Ah, mais j'adapte mon spectacle. J'adapte, c'est plus ou moins le même spectacle que vous avez vu il y a 2 ans, mais je change quelques petites choses, quelques petites phrases, je rajoute et j'enlève. Après, comme on parle de construction et qu'on parle de crise européenne et comment a évolué l'Europe, la construction du spectacle ne change pas. Mais il y a des choses que je change. Par exemple, je parle de l'accueil des migrants, de la différence qu'on a fait un peu pour l'instant et qu'on fait pour l'instant entre l'accueil qu'on fait du peuple ukrainien et comment certains pays de l'Union européenne, et encore aujourd'hui, ont maltraité l'accueil des Syriens, par exemple, ou des autres pays en guerre. Et donc la différence que l'on a pu faire ou que l'on fait de manière assez violente, je trouve, entre une personne étrangère qui arrive, qui nous ressemble parce qu'elle est blanche de peau, on va dire, et une autre qui serait de couleur, et du coup qu'on n'accueille pas de la même manière. Donc voilà, c'est quelque chose, par exemple, que j'ai rajouté pour l'instant, auquel on pouvait s'attendre, mais avec toutes les solidarités, évidemment, que j'ai pour le peuple ukrainien et pour la guerre qui est en train de se passer, et que j'espère va ramener justement encore plus un sentiment d'union et de solidarité entre les peuples. Ouais, il y a de l'engagement, hein, très personnel, dans ce spectacle. Ça veut dire que l'Union européenne, par moments, elle vous a déçu ? Ah ben bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et puis surtout, souvent, elle n'a pas donné envie. Souvent, elle n'a pas donné envie. La communication qui est faite sur l'Europe est, comme je l'ai dit au départ, souvent économique. Et puis souvent, elle m'a choqué. Je veux dire, ce qui s'est passé justement pour reparler de la migration sur l'île de Lesbos au moment de la crise du Covid et de l'accueil des migrants. Enfin, il y a des choses absolument, je veux dire, voilà, scandaleuses. Après, il y a des choses très très belles et il y a quand même des valeurs et des idées qui sont défendues et un désir profond de trouver un équilibre, encore une fois, entre les peuples, d'arriver
d'arriver à défendre des valeurs ensemble et que des pays justement comme la Hongrie ou la Pologne qui font partie de l'Union européenne acceptent d'être avec nous en défendant ces idées qui sont beaucoup plus démocratiques. Mais en question d'accueil, il y a encore beaucoup de choses à faire en tout cas. Ouais. Alors, votre grand talent, c'est de mélanger ce discours extrêmement sérieux, politique, voire philosophique, ce discours de valeur, ce discours de morale, avec de l'humour. On a parlé de 3 personnages, on a parlé de votre maman, et on a un autre, c'est le beatmaker, qu'on a aperçu tout à l'heure, dans un costume de chat. Vous l'avez appelé comment ? Ah, mais je l'ai appelé Jésus parce que j'ai eu un chat, vraiment, qui s'appelait Jésus. Et qui est mort maintenant. Mais donc voilà, quand je raconte, tout à l'heure vous disiez que je racontais les histoires de mes amants à travers l'Europe, très honnêtement, je pense qu'il y a 40% du spectacle qui est vrai. Le reste, c'est des histoires inventées ou transformées. J'aime beaucoup faire ça. Mais par contre, Jésus a vraiment existé. Et vous avez vraiment parlé à Jésus alors ? Oui, j'ai vraiment été longuement célibataire et avec un chat. Et donc voilà, et donc j'ai voulu lui rendre hommage et le mettre sur scène. Puis aussi, bon, c'est évidemment un nom catholique, ça fait sens évidemment avec l'Europe, je veux dire, du Moyen-Âge. Et puis voilà, c'est aussi mon Sancho Panza, c'est celui qui m'accompagne. Et puis c'est souvent aussi le compagnon, je veux dire, le chat, le chien, sans plaisanter, je veux dire vraiment des gens qui sont seuls, qui sont célibataires, parce que c'est quand même la quête de quelqu'un qui veut être en couple, qui veut faire une union, qui veut pas se séparer comme ses parents ont fait, et qui voudrait un amour infini, absolu. Ouais. On va voir un deuxième extrait, et puis on en reparle juste après. My parents, they got divorced in 1982, when Belgium was 1/3 of a group known as Benelux. At this time, Benelux was part of the European Economic Community, known as the EEC, like the beginning of my family name, Eekhout. And later, in 1993, when the EEC was renamed the European Community, known as EC, Eekhout Cedric, my parents, they remarried. Huh? Right, ma'am? Oui, mais pas... But both with other people, okay? No, but there is a connection, you know, between my personal life and the EU. I can see hidden relations, hidden sense which others cannot see. The EC, guys, correlates with the story of my life. Donc une corrélation avec l'histoire de votre vie, ou en tout cas l'histoire de votre personnage. Vous êtes bruxellois depuis plus de 20 ans, hein, Cédric Eckhart. Je pense que vous êtes venu faire vos études théâtrales à Bruxelles. Hein. Oui. C'est ça qui vous a aussi un petit peu aiguillé sur ce spectacle ? Ah ben oui, bien sûr. Comme je le dis à un moment dans le spectacle, on est souvent considéré comme la capitale non officielle de l'Europe. Et puis on est une petite ville, entre guillemets, par rapport aux autres villes de l'Europe, c'est évident. Enfin, je veux dire, par rapport à Paris ou à Berlin. Mais on a une mixité énorme, de par, évidemment, notre accueil. Et puis aussi, évidemment, avec l'Union européenne et toute la bureaucratie qui est là, etc. Et tout. Il y a énormément de nationalités différentes à Bruxelles. C'est une ville multiculturelle. Le choix de l'anglais, c'est un parti pris de départ sur ce spectacle ? Ah ben oui, parce que je ne voulais pas parler la langue de mon père qui est le flamand, ni la langue de ma mère qui est le français. Et donc je voulais parler du coup la langue qui est considérée comme la langue européenne, parce que c'est celle qui est le plus parlée, en tout cas dans les institutions. Et il était important aussi de parler, bon là on ne le voit pas trop parce que c'est le début du spectacle, mais sinon après... je parle un anglais vraiment par moments approximatif qui est facilement compréhensible, où je ne m'efforce pas de prendre un bon accent anglais. J'essaie plutôt, et d'ailleurs j'en parle, que justement on a plutôt assez massacré la langue anglaise. Et c'est sous-titré pour oui, c'est rebuter complètement personne. sous-titré. Et puis il y a des passages en français avec ma maman, enfin voilà. Ouais. Ça a permis à ce spectacle d'être joué un petit peu partout. Vous l'avez exporté dans l'Union européenne. Oui. Nous serons encore, le mois prochain, on va en Roumanie. Et puis sinon, comme je l'ai dit, on est allé à Madrid, on est allé en Hongrie, en Suède. Est-ce que l'accueil est le même partout ? Ah mais il est très différent. Après, on a fait une tournée, vous savez, assez étrange. On a fait une tournée en période Covid. Donc c'est-à-dire, bon là, moi dans les extraits, je le vois que je suis très fatigué. C'était en septembre 2020, donc la création avait déjà été reportée. J'ai eu de la chance d'être extrêmement soutenu du début à la fin par tous mes coproducteurs et par le Théâtre National surtout. Mais ça restait quand même des moments difficiles. On a vécu beaucoup de salles
savez, avec des distances, avec des masques, avec des demi-jauges. Et l'accueil, ben, on l'avait, mais il n'y avait pas de bar après. Donc les réseaux sociaux permettaient beaucoup de choses. J'ai eu des beaux retours, par exemple, je ne sais pas, en Hongrie, où vous avez des jeunes qui ont besoin de vous écrire parce qu'entendre une parole comme celle-là, qui est libre, qui demande plus de liberté dans un pays comme la Hongrie, ça leur fait du bien. Elle n'a pas le même écho qu'en Espagne, où les gens rient beaucoup et viennent vous féliciter, mais sont peut-être moins... touchés par les questions d'égalité, d'égale liberté, j'ai envie de dire, à travers l'Europe, parce qu'eux ont déjà ces droits, ce qui est un paradoxe. Mais en général, bah oui, c'est un spectacle qui se veut fédérateur, où on mange aussi, tout ça. Enfin voilà, je ne veux pas tout révéler, mais du coup, oui, l'accueil était où on chante. Donc, ouais. Ça a été assez agréable de le jouer, même dans des périodes comme ça. Et là, je me réjouis de le jouer enfin devant un public non masqué et sans restriction. Voilà, ça donne la frite au sens premier du terme. C'est jusqu'au 28 mai, effectivement, on a la chance de pouvoir en profiter sans geste barrière, sans masque. Et ça nous permet de rire et de réfléchir aussi à ce qu'est l'Union européenne. Je voudrais qu'on mentionne, outre ce spectacle au Théâtre National jusqu'au 28 mai, une projection qui aura lieu le 2 juin. Ça, c'est au Cinéma Palace, donc au centre de Bruxelles. Ce sera un documentaire, c'est-à-dire que ça part des vidéos que vous avez réalisées et qu'on diffuse par petits morceaux dans le spectacle, mais ce sera un vrai documentaire plus large qui rend un hommage particulier à votre maman. Ben, c'est-à-dire, oui, c'est un documentaire qui est produit par Wrongman et le Théâtre National. J'avais envie de suivre ma maman au départ avec des caméras pour voir comment elle appréhendait son métier, de nouveau métier d'actrice. Et il s'est avéré qu'au même moment, elle s'occupait de mon beau-père, un bruxellois justement, un monsieur que j'aimais énormément et que je considère comme un second papa et qui était atteint de la maladie d'Alzheimer. Et donc ma maman s'est occupée de lui en même temps qu'on faisait la création. On a longuement hésité parce que j'ai voulu à un moment remplacer ma maman parce que je trouvais ça difficile. Et puis tout le monde disait, en même temps les aides-soignantes, justement, non, il faut que votre maman continue parce que c'est une expérience de s'occuper de quelqu'un qui a Alzheimer. Et donc on a fait un portrait. Mon beau-père, qui avait encore sa mémoire au départ du projet, a accepté et je les ai suivis. Donc on va dire que c'est le portrait d'une femme qui accepte de suivre son fils dans un projet un peu fou au même moment où elle s'occupe de son mari qu'elle est en train de perdre. Et parce que je pense que la vie, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut vivre des choses extrêmement difficiles et en même temps on peut vivre des choses joyeuses. Donc oui, c'est un film qui s'appelle Jo, qui parle de ma maman, mais c'est surtout un film qui, je dirais, est un hommage à une union qui était très belle, qui est celle de mon beau-père et de ma maman. Voilà, on peut les voir indépendamment l'un de l'autre, la pièce et le documentaire, mais on peut aussi les voir l'un et l'autre et voir s'il y a des correspondances entre les deux. La projection, donc ce sera au Pathé Palace. Jo, c'est le 2 juin et la pièce de théâtre, c'est jusqu'au 28 mai et c'est au Théâtre National. Cédric Eckholt, le principe dans cette émission, c'est de vous faire rencontrer d'autres artistes. À votre gauche, il y a un petit CD posé sur la banquette. Ah, parfait. Très bien. Vous pouvez me lire ce que vous voyez sur la pochette et me dire ce que vous imaginez. Alors, c'est Martin de Marneffe et le titre, c'est Time is Running. Ouais. Et donc, c'est une super pochette avec quelqu'un sur un skate avec un synthé. Ouais. Vous imaginez quoi comme musique ? Dans votre spectacle à vous, la musique, elle est plutôt techno, on vient de l'entendre. Oui. Et là, vous imaginez quoi sur la base de cette pochette ? Je sais pas, de la musique de skater. Allez, on va découvrir Martin de Marneffe. Bonjour Martin. Bonjour. Bonjour Cédric. Enchanté. Et... Voilà, alors on va proposer à Martin de se mettre sur sa gauche, devant le petit dossier, pour se glisser bien dans l'axe des caméras. Et alors, est-ce que vous faites de la musique de skater, Martin de Marneffe ? Alors, de la musique de skater, c'est un grand mot. La musique, je pense que ça, c'est large. Maintenant, ça pourrait. En tout cas, il y a des influences un petit peu jazz, latin jazz, hip-hop, un peu de funk, un peu de soul, un peu de classique et un peu de musique de film. Enfin, là, c'est une palette. Je rentre peut-être pas dans les bacs pour les styles de musique, c'est comme ça, ou peut-être un peu de rock aussi. Enfin, ça, c'est un peu à chacun voit le style. On vous classe plutôt dans le jazz au départ. Au départ, oui, on me classe dans le jazz, ce qui est logique parce que j'ai étudié le jazz
Ouais. Pouvez-vous vous présenter justement à Cédric Ecotte, petit CV Express? Alors voilà, moi, je me présente, donc je m'appelle Martin de Marneffe. J'ai commencé la musique par la guitare. J'étais, à mon avis, j'avais 6-7 ans, j'ai commencé la guitare. Et après, je me suis rendu compte que en fait, c'était le piano qui était plus mon instrument de fétiche, quoi. Mon instrument, ouais, voilà. Ouais. Et après, bon, voilà, j'ai étudié au Jazz Studio. Puis j'ai étudié à Boston, à Berklee College of Music. Jazz Studio, je précise, c'est à Anvers. Ça veut dire C'est que à Anvers, oui. vous aussi, le dialogue wallon-flamand, ça vous parle, hein? Oui, tout à fait. Moi, néerlandais, Ouais. c'est comme ça. Bon, après, je parlais en anglais aussi et je donnais mes cours en anglais au Jazz Studio. Mais effectivement, les langues, pour moi, c'est important de les apprendre. En tout cas, il y a des langues qui m'intéressent. D'ailleurs, maintenant, j'aimerais bien apprendre le japonais. Ah ouais, Ouais. c'est sûr que ça doit être pas mal. Ouais. Alors, c'est pas votre premier album, hein, Martin de Marneffe? Non, c'est le 4e album. Ouais. C'est le 4e album. Alors, j'ai fait un premier album en 2009. Un peu plus, justement, hip-hop, avec des chants et du rap. Une base un peu enregistrée à Boston, une base enregistrée à Bruxelles, avec Esperanza Spalding à la contrebasse, qui est assez connu aux États-Unis, Christian Scott à la trompette, qui est aussi connu. Et puis après, j'ai fait un album en 2012, plus Latin Jazz, Afro Jazz, avec Chris Yoris aux percussions, Chris Menten à la contrebasse, Juan Carlos Rosquete au sax alto, Alexia Waku qui chante, Puccio qui chante aussi, Désiré Sommet, un très très bon guitariste qui m'a accompagné toute ma carrière, enfin en tout cas le début de ma carrière jusqu'à maintenant. Il est toujours à mes côtés, voilà, et c'est un très bon musicien. Alors je vous propose, comme ça on va mettre peut-être nos propres étiquettes et nos propres émotions sur la musique dont on parle, de voir un petit extrait de cet album. Le morceau Mercredi soir, qui est celui qui ouvre l'album de Martin de Marneffe, c'était Hervé Le Thor au saxophone. Cédric Ecotte, première réaction, ça vous fait quoi cette musique? Je lui dis c'est super, et en fait,
comme ça dure. Enfin, ça doit être typique du jazz. Je ne connais pas grand-chose, mais je suis Non, fan mais- de musique. Je suis Ouais. de musicien, de concert, j'aime tout ça. Mm. Mais j'aime beaucoup. Enfin, il y a un moment où en fait on plonge et en fait on se dit mais ça va pas s'arrêter, ça va continuer. Oui, comme ça continue. Et c'est super agréable. Une Et, histoire non, c'est- qui continue. En fait, il y a Sala Rocca à la contrebasse qui a une complicité avec le batteur Ben Teki. Et ils ont un échange comme ça où on se sent bien et on a envie que ça continue effectivement. Ouais, c'est Il y a vraiment ça. On savait pas comment terminer le morceau du coup. Le saxophoniste nous a donné un signe. On y va, on termine là. Oui, ça s'appelle Mercredi soir, donc on a composé ça le mercredi. Pas compliqué. Parfois, les explications sont très simples. Oui, voilà, exactement. Vous aimez l'idée qu'on puisse dire qu'avec ce disque, Martin de Marneffe, en fait, on voyage? Oui, on voyage. En fait, c'est l'idée que j'ai envie de donner, c'est le voyage. D'ailleurs, on était un petit peu coincé avec cette période où on ne pouvait pas vraiment aller dans d'autres pays, ou en tout cas aller loin. On ne savait pas trop comment faire. Et alors, avec la musique, on peut toujours voyager. Et ça, je sens que c'est quelque chose d'important pour nous quand on a envie de s'évader. Ben, on met un CD ou un disque, ou on met Spotify. J'ai pas envie d'en parler, de faire la publicité, mais bon voilà, c'est des plateformes qu'on utilise. En tout cas, on met de la musique et ça nous fait voyager. Et dans cet album, effectivement, j'ai envie d'explorer le monde. Il y a un titre qui s'appelle Lac Titicaca et j'ai jamais été là-bas, mais peut-être qu'un jour j'irai grâce à ce morceau. Ouais. L'idée que c'est presque cinématographique vos compositions, c'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on voit des images défiler. Oui, alors ça c'est un peu un rêve qui va peut-être devenir réalité, mais j'aimerais bien faire la musique de film. Et quand je compose, en tout cas, je vois des images derrière en disant ça pourrait bien aller avec. Par exemple, quand on prend le train, souvent on a une musique qui nous vient en tête, ou bien on écoute et ça va très bien avec ce qu'on regarde. Et il y a cette relation entre la musique et ce qu'on voit qui vraiment, pour moi, me parle, quoi. Ouais. Ouais. Cédric Eckhord, vous travaillez en musique, vous, quand vous écrivez une pièce, par exemple? Ah oui, ouais. J'ai une liste sur Spotify pour mon spectacle de je sais pas combien de chansons. Tous les gens que j'ai interviewés, la dernière question c'était c'est quoi votre chanson nationale préférée? Donc juste pour savoir leur tube, je veux dire national, oui. dans chaque pays. Donc, mais c'est évident ici avec la musique, c'est ce que je disais très sincèrement. Quand j'écoutais en regardant les images, en fait les images je les regarde, mais après on part. Et c'est vraiment typique, je trouve entre autres justement du jazz. Et en effet ça fait très musique de film et on a directement des images qui viennent en écoutant. Ah merci. C'est très agréable. Et ça détend aussi. Avant de jouer, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de collègues qui font ça, moi aussi ça peut m'arriver, mais où je mets de la musique, ça dépend du spectacle, qui tape, ou alors un truc comme ça pour un peu me... ça dépend du spectacle. Se relaxer. Moi aussi, j'ai besoin parfois de la musique qui pêche pour se défouler. Mais quand vous écoutez un morceau de musique, est-ce que ça vous inspire pour un futur spectacle? Ou c'est plutôt dans l'autre sens, vous pensez au spectacle et vous allez mettre la musique dessus? Moi je suis un acteur à la base, donc ça c'était mon premier spectacle. Donc, mais c'est surtout pour travailler sur on va dire des rôles ou en tout cas des projets. J'aime bien me faire des listes par rapport à sur quoi je suis en train de travailler. Ah oui, une playlist pour... ok, d'accord. Un morceau qui me fait penser. Voilà. Martin de Marneffe, on a beaucoup parlé de la famille ou du parcours très personnel de Cédric Eckhord. Vous aussi, le parcours qui est le vôtre, donc des études à Bruxelles, puis à Anvers, puis à Boston, c'est quelque chose d'important dans le processus de création? Oui. C'est important dans le sens, c'est venu comme ça aussi, mais j'ai voulu étudier à Anvers, effectivement. Quand j'étais à Anvers, je me suis dit, mais le jazz, ça vient d'où tout simplement? Ça vient quand même des États-Unis, jazz afro-américain. Allons voir comment ça se passe là-bas. Et effectivement, quand je suis arrivé là-bas, j'ai pris une slam, la grosse claque, la douche froide, en me disant ah ouais, mais il faut un petit peu travailler quand même. C'est pas juste jouer et avoir une bonne oreille et entendre, rejouer ce qu'on a entendu. Je suis arrivé là-bas et je me suis dit ah oui, il y a quand même du niveau. Et bon, je suis arrivé déjà, il y avait 800 pianistes, 1200 guitaristes. Et c'était en 2000. Maintenant, il doit y avoir le double de pianistes. Et je me rappelle regarder dans les practice rooms, regarder des Coréens et des Japonais qui travaillaient 10 heures de piano par jour, qui retranscrivaient des solos de
Il faut voyager pour s'affronter aux autres et aussi être meilleur dans sa Il faut peut-être création. voyager, en tout cas, pour se rendre compte que en Belgique, c'est petit et qu'on n'a peut-être pas tout vu. C'est ça que je veux dire. Mais c'est pas mieux ailleurs, mais c'est bien de voyager pour se rendre compte. C'est toujours bien. Voilà, c'est toujours bien. Vous parliez tout à l'heure de la Roumanie. Moi, j'ai encore jamais été là-bas, mais j'aimerais bien. Mais, effectivement, j'ai quand même beaucoup voyagé et chaque fois, je reviens plus riche à l'intérieur. Enfin, Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, hein, Cédric Eckhout, les voyages? Ah oui, là, ça c'est dans mon ADN, moi. ouais. Alors, Ça semble évident. on va parler de famille un petit peu. On va écouter un autre extrait. C'est Prélude pour mon grand-père, Ah Martin de Marneffe. Martin de Marneffe, elle est douce, presque nostalgique cette musique. Oui, alors elle me fait penser. Enfin, je l'ai composée aussi pour mon grand-père qui est décédé maintenant, mais il avait 99 ans et c'était vraiment l'encyclopédie de la musique classique, on va dire en général. Il connaissait vraiment beaucoup de choses et il m'a appris énormément de choses et donc. J'allais le voir tous les mercredis. Ah mais tiens justement. J'allais le voir souvent et on prenait l'apéro et on buvait un bon whisky irlandais ou un whisky japonais. Ouais. Tous les morceaux de l'album ne sont pas comme celui-ci, ni même comme Mercredi soir qu'on a écouté. Il y en a qui sont plus péchus et dans des styles un peu plus entraînants, voire presque de la musique pop, j'aurais envie de dire. Oui, tout à fait, un peu pop. Ouais. Celui-ci est un petit peu influence classique. Je pense qu'on va vers une influence classique. En tout cas, il y a des harmonies qui me parlent au niveau classique. Et j'ai beaucoup aimé Schubert, en fait, dans ce qu'il m'a fait écouter. Et donc, je sais pas, je pense un petit peu à Schubert. Peut-être que ça ressemble pas à Schubert, mais en tout cas, dans mon idée, je trouve que Schubert a vraiment des compositions incroyables. Et il arrive à faire sonner quelque chose de majeur. Quand on dit majeur, c'est joyeux, mais triste. Et quand il joue quelque chose en majeur qui devrait être joyeux, en mineur, ça devrait être triste, et ben c'est un côté joyeux. Donc il arrive à jouer avec les sentiments entre le majeur et le mineur qui est vraiment intéressant. Ouais. Voilà. L'album s'appelle Time is Running. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi le choix de ce titre? Time is Running, oui, parce que donc voilà, mon grand-père est parti, 99 ans, et puis j'ai eu un fils juste après qui est arrivé, Oscar. Je trouve que Time is Running, tout va très vite, et en fait, on ne profite pas assez des moments présents, je trouve, parce que le temps est très très impalpable. Mais on dit souvent, ouais, profitons du temps, mais finalement, est-ce qu'on le fait vraiment? Est-ce qu'on profite vraiment du temps qui passe, en tout cas, au jour le jour? Souvent, on dit, mais qu'est-ce que tu deviens? Ça fait longtemps qu'on t'a plus vu, mais peut-être que tu as pris le temps, justement, quand on te dit ça. Il y a plein de choses avec le temps aussi. Je suis pressé, je suis en retard. Moi, je suis toujours en retard. Voilà, je suis quelqu'un en retard. J'essaie de faire de mon mieux pour arriver à l'heure, mais je suis
toujours en retard. Donc je ne sais pas comment vous faites vous, mais moi, l'heure, c'est quelque chose, il faut travailler quoi, pour arriver à l'heure. Et... Vous êtes à l'heure, Cédric Eckhout. Oui, je suis toujours à l'heure, c'est Vous êtes toujours à insupportable. l'heure. Voilà. Mais, Là, ça- mais toujours, vraiment, même à l'avance. Ouais, vous n'êtes pas les mêmes. Mais par contre, on a entendu qu'il y avait un hommage à la famille, le désir de voyager. Là-dessus, vous vous ressemblez. Time is Running, c'est un album physique. On le trouve également en téléchargement, Martin de Marneffe. Oui, on le trouve sur toutes les plateformes. iTunes, Amazon, Spotify, et j'aimerais parler de Bandcamp, qui est vraiment une bonne plateforme, parce que c'est une plateforme qui paye bien les Qui droits d'auteur. rémunère bien les musiciens. Voilà, qui rémunère bien les musiciens, tout à fait. Voilà, donc si on a le choix, c'est Bandcamp qu'il faut choisir. Un bon site. Martin de Marneffe, donc Time is Running, et il y a notamment un morceau, même deux reprises de Pour Oscar, le garçon auquel vous avez fait référence. Cédric Eckhout, le petit objet sur la banquette suivant, vous pouvez le prendre et me dire ce que vous voyez. Alors, je vois Espace Art Gallery Amsi Boubeker. Est-ce que vous connaissez Amsi Boubeker? Mais pas encore. Eh bien, ça va changer maintenant. Amsi Boubeker. Bonjour. Bonjour. Voilà, Amsi Boubeker, est-ce que vous pouvez vous présenter? Amsi Boubeker, donc je suis d'origine algérienne, kabyle, donc berbère. Je suis né en 78 en Belgique et j'ai commencé par la musique. Donc j'étais, comme toi, musicien. J'ai beaucoup tourné. Donc j'ai présenté la chanson kabyle qui n'était pas connue ici en Belgique. Mais derrière cette chanson aussi, il y avait... aussi un message, c'est celui de la solidarité, de l'entraide, mais aussi de qui sont les Kabyles, parce que nous avons une culture, une langue qui a été tout le temps opprimée. Ensuite, je suis tombé par hasard dans la peinture, donc en faisant tout simplement une œuvre pour illustrer à l'époque un 33 tours que j'avais fait autour des contes que ma grand-mère me racontait. Donc, et puis de là, donc je me suis mis à peindre beaucoup plus, à faire de la musique. Comme tu sais, quand on s'occupe d'un groupe, c'est une tâche assez lourde. Ah oui, c'est... J'avais des musiciens qui, pour eux, mangeaient, c'était à l'heure, etc. Ouais. Donc la peinture était pour moi un autre moyen de parler aussi de qui sont les Kabyles, qui sont les Algériens, parce que l'Algérie, elle est multiple dans sa diversité. Il y a une culture très très riche, une diversité des cultures. Donc je me suis mis à peindre la vie des Kabyles dont j'ai vécu quand j'étais enfant. Donc moi je suis un enfant de la guerre, puisque les Français sont venus me coloniser. Et ce qu'il y avait d'essentiel, c'est que, je ne sais pas pourquoi, pour tous les peuples, quand il y a une guerre, les gens sont énormément, très très solidaires, où les valeurs humaines sont retransmises. Et moi je sais que ma grand-mère, mes parents, toute la famille m'avait retransmis des valeurs humaines, à savoir d'être à côté de l'autre, de ne jamais faire de mal, et malgré qu'on subissait quand même cette horrible guerre. Donc j'ai voulu raconter à travers mes œuvres justement ces sensibilités, ce peuple digne, parce que pendant la guerre, il a continué à véhiculer jamais de rancune, jamais de vengeance. C'est un peuple qui réfléchit, qui dit, pour lui, la paix, c'est toujours dialoguer, discuter, toujours. Amsi Boubeker, Cédric Eckhout, Martin de Marneffe. Donc on revient à la famille, on revient aux valeurs, on revient à la liberté. Ça vous parle les uns les autres. C'est ça qui vous unit, tous les trois. La famille, c'est très important, les valeurs aussi, tout à fait. Ouais. Et j'allais vous demander, comme vous avez combiné la musique et la peinture, ce qui est très intéressant, parce que je trouve ça... Est-ce que vous pouvez mélanger les deux? C'est-à-dire, quand vous peignez, vous écoutez de la musique, j'imagine, ça vous inspire ou... Non, jamais. Non, ah ok. Non, tout simplement parce que quand on est dans la créativité, on se crée son propre monde. Moi, quand je peins, je suis dans un autre monde qui est la peinture, et ma tête, elle est en Kabylie. Ah oui. Et la musique, si quelqu'un vient me parler, ça me coupe. C'est comme si, vous savez, vous êtes en train d'imaginer, d'aller chercher des images, et des fois dans la musique, ça dépend quelle musique on écoute. Des fois il y a des musiques peut-être, mais il y a certaines musiques où
où par exemple un son qui augmente va couper cette imagination quand on est en train de travailler. Hamzy Boubeker, je voudrais parce que on va paraître trop abstrait dans le discours. Je voudrais qu'on voit quelques-unes des toiles que vous exposez. Enfin, quelques-unes. Il y a quand même 103 toiles qui sont exposées en ce moment. C'est à l'Espace Art Gallery. C'est une galerie qui se trouve rue de Laken. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'on voit en ce moment à l'écran? Alors, ça, c'est le bain mort, comme Martin tout à l'heure parlait de son grand-père. Moi, c'était ma grand-mère. Quand on était petit, c'est la grand-mère qui avait ce rôle d'emmener les petits-enfants au bain mort. Jamais la mère. Donc il y avait une scène, c'était le bain mort. Là, c'est le cortège de la mariée. Quand la mariée, on l'emmène chez le marié, elle est sur un cheval blanc et elle est accompagnée par des femmes qui font de la musique, mais aussi des hommes qui tirent des coups de fusil. Ici, c'est un tableau que j'avais fait parce que quand je suis arrivé en Belgique à l'époque, je suis tombé amoureux des peintures de Bruegel. Et il y avait les noces, je crois, du mariage. Une scène qui m'a frappé, on voyait des gens qui mangeaient, qui dansaient et tout. Donc j'ai fait 7 heures. Ça, c'est mon côté marin parce que je suis né, j'ai vécu au bord de la mer. Donc j'ai voulu, par cette œuvre aussi, retourner. Quand j'étais petit, j'allais à la pêche, mais en cachette, parce que c'était la guerre. Il ne fallait surtout pas aller tout seul. Ça, c'est la société kabyle, c'est le pressage des olives. Et quand il y a un pressage des olives, une cueillette des olives en Kabylie, les gens se mettent tous ensemble pour aller aider les familles à cueillir les olives, à les presser, et en même temps c'est presque une fête. On dit même que les femmes mettent leurs plus beaux bijoux quand elles vont faire la cueillette des olives, et en plus c'est un des produits essentiels en Kabylie. Comme c'est les montagnes, l'olive est très importante. Donc ces œuvres, j'ai été les chercher dans mon esprit. Donc à l'époque, malheureusement aujourd'hui, un mariage en Kabylie, la mariée elle est dans la plus belle voiture. Ah oui, c'est tout à fait autre chose. Dans votre peinture, il y a beaucoup de couleurs très vives, il y a beaucoup d'orange, il y a beaucoup de rouge. Il y a des scènes de hammam où il y a beaucoup de bleu, c'est des bleus très profonds. Ouais. Je voudrais demander à Cédric Ecott, qu'est-ce qu'il ressent quand il voit votre travail? Mais alors excusez-moi, j'ai pensé à de l'art brut que j'avais, voilà, je sais pas, cette superposition de plein de choses, et puis surtout je trouve que d'un coup je me dis, je comprends que vous écoutez pas de musique parce que vous devez avoir une musique incroyable dans la tête. Voilà, il y a déjà énormément. Il y a une superposition de sujets, on a envie de rester une demi-heure dessus. C'est très... ouais. Et il y a quelque chose dans la manière de dessiner, je peux me permettre que c'est ça que je vois... de très naïf et très... Voilà, c'est du naïf, on dit que c'est du naïf, et c'est vrai que c'est des foules, donc pourquoi mes toiles ils sont très denses vos tableaux, Hamzy Boubeker. Il y a toujours beaucoup de personnages. Pourquoi? Parce qu'aussi je suis quelqu'un on parle de solidarité, etc. Et quand je fais une toile, je la remplis, je donne le plus possible à celui qui va venir la voir pour qu'il en ait assez, donc de pouvoir communiquer avec la toile. C'est un travail fou, hein, ça demande des heures, et c'est pour ça que ma solitude, mon isolement est très important dans ma créativité. Et ensuite il y a le partage. Moi, l'œuvre n'est jamais terminée si elle n'est pas présentée au public. Toujours partagée. C'est comme la musique, on fait une composition et puis quand on est sur scène, on partage avec le public. Voilà, c'est là que le plus grand plaisir arrive. Et nous, c'est les vernissages et les expositions. On a des échos aussi, hein. On écoute comment les gens réagissent. Moi, je redeviens comme l'enfant. Je redeviens un enfant, et j'écoute, je vois un peu le regard des gens, comment ils voient mes œuvres. Et aussi, il y a quelque chose de très important, parce que par exemple, elle à gauche, c'est une artiste italienne. Quand elle est venue voir les œuvres, elle me dit, Hamzy, mais nous aussi en Italie, on fait des cueillettes d'olives, on fait ça et ça. Et je dis quelque part, j'avais à l'époque fait une collection qui s'appelle La Terre est mon village, où je disais, on peut être dans n'importe quel village dans le monde, au Japon, etc. Les gens, ils se marient, ils divorcent, ils pleurent, ils rigolent, etc. Donc c'est des choses qui nous ressemblent. Et tout ce qui nous ressemble nous rassemble. Et c'est vrai qu'à travers mes peintures, beaucoup de gens de diverses origines me disent, mais ainsi, mais nous, quand on fait le lait battu ou le beurre, c'est dans une balade aussi. Voilà, nous appartenons à l'humanité, comme le disait si bien Khalil Gibran. La terre est ma patrie, l'univers ma
ma famille, quelque chose comme ça. Nous, les artistes, je pense que nous sommes très, très ouverts. On n'aime pas être enfermés par des frontières, par des gardes, par du racisme, par toutes ces stupidités qui rendent le monde moche. Nous, on a envie de l'embellir. Et la seule façon de l'embellir, c'est de s'ouvrir le plus possible. Et puis, on apprend des autres. Moi, je suis arrivé en Belgique en 78, d'un pays qui est l'Algérie, on sortait de la guerre. Bruxelles est une ville cosmopolite, il y avait des groupes latino-africains. J'ai appris beaucoup et je suis allé vers les autres parce que je me dis, il ne faut pas attendre que les autres viennent. C'est en allant vers les autres qu'on apprend et puis quand on va chez les autres, ils viennent ensuite vers vous. Un petit peu, je voudrais qu'on reparle un instant quand même de vos peintures, peut-être qu'on va les revoir. Comment est-ce que vous travaillez? Il y a de l'encre de Chine et puis il y a de la peinture et il y a très très peu de dégradés. C'est toujours des couleurs très profondes, très vives. Tout à fait. Moi, je suis autodidacte, donc je travaille au crayon, ensuite je repasse tout à l'encre de Chine, et puis je prends les couleurs telles qu'elles sont dans le pot, spontanément. Ah oui. Ah oui, c'est spontanément. Et il y a une difficulté, quand il y a énormément de foule, il ne faut pas qu'une couleur domine l'autre. Ça, c'est un travail assez des fois, alors je mets du rouge un peu partout, ensuite de l'orange, mais en avançant, à un moment, je vois qu'il y a une couleur qui peut dominer l'autre, parce qu'elle est beaucoup plus présente. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces couleurs qui ressortent, donc qui sont chatoyantes, qui ressortent de mes œuvres. Énormément. Il y a, par exemple, un tableau comme celui-là, ça peut durer 20 jours. Donc, vous savez, la création, c'est pas uniquement quand on commence à taper sur un piano, etc. C'est déjà le thème cherché. Déjà, on travaille. Hein. Et ensuite, après, on travaille, on le termine. Et ensuite, on le met sur un mur, on le regarde 50 000 fois. Et puis, voilà, après, on l'expose. Mais c'est vraiment du travail. Après l'encre de Chine ou avant? Alors je mets les couleurs, quand je repasse à l'encre de Chine, j'ai besoin du tracé noir pour pouvoir mettre les couleurs. Une fois que j'ai mis les couleurs, je retrace tout à l'encre de Chine pour effacer un peu les dépassements des couleurs. Et après, c'est les détails. Alors, les détails, c'est tous les petits graphismes sur les robes des femmes kabyles. Et aussi, elle se veut aussi, cette exposition, c'est très important. C'est un hommage que je rends à la femme algérienne. Il y a d'ailleurs tout le sous-sol qui est consacré à des scènes de hammam. Voilà, le temps file. Le temps file. Et grâce à ma grand-mère, parce que c'est un hommage que je lui rends quelque part. Ma grand-mère a été un personnage qui m'a raconté des contes, qui m'a emmené au bain mort, quand mon père voulait me frapper, c'était elle qui se mettait en face. Elle était petite, c'est... Le temps file, Hamza Boubaker, je vais devoir vous interrompre. C'est jusqu'au 29 mai, cette exposition, c'est à l'Espace Art Gallery. C'est une galerie, donc ça veut dire qu'il y a des ventes, il y a des tableaux qui commencent à 250 €, les plus grands c'est jusqu'à plusieurs milliers d'euros, mais c'est à voir, et donc ça se trouve rue de Laken, cette galerie. Je voudrais qu'on voit 2 images pour terminer cette émission, si vous voulez bien. D'abord, il y a beaucoup de Bruxellois qui vous connaissent sans vous connaître. Qu'est-ce qu'on voit? Ah oui. Ouais. On est en train de voir la station Lemonnier. C'est vous, ça? Donc ça, c'est moi. Donc c'est un travail qui est parti d'une opération internationale que j'ai menée à travers 82 pays qui s'appelle Les Mains de l'Espoir. C'est un projet en faveur de la paix où surtout, j'ai fait participer des enfants d'ici et d'ailleurs, mais aussi des personnalités sont venues me remettre le calque de leurs mains avec des messages de paix et de tolérance. Et donc ça, c'est la station Lemonnier telle qu'elle existe aujourd'hui. On va voir d'autres images. Et ça, ce sont des esquisses pour la future station Lemonnier. Ah là, je viens de re-signer un contrat, c'est que entre Lemonnier et la nouvelle station de Tout-Ilmans, il va y avoir un énorme couloir. On m'a demandé de continuer le travail. Et là, ça va être des œuvres en couleur qui vont venir se prolonger. Et j'ai dit, on va essayer de faire de cette station la seule station unique au monde qui sera dédiée à la paix. Donc il y aura mes œuvres, mais il y aura aussi des messages de paix d'enfants. Alors, il y a aussi des calques de mains de prix Nobel de la paix. Toujours des vraies mains. Oui, des calques, tout à fait. Des prix Nobel de la paix, des artistes connus. Un des derniers, c'était Salvador Adamo, avec un message sur sa chanson Inch'Allah, mais aussi beaucoup d'anonymes, parce que moi, je suis près du peuple et tout. Et donc, ça fera... Et je suis en train de faire des nouvelles. Et ce sera pour quand, cette station, Hamza Boubaker? Alors, il y a énormément de retard par rapport aux travaux. À la construction du métro. Il faut que le tunnel, le couloir... On a le temps de rêver un petit peu.
peu avant de le Ouais, je voir. crois qu'il faut attendre 3 ans à 4 ans pour l'inauguration. Mais moi, j'ai déjà commencé à travailler. Hein. Donc, dès que je reçois un calque de main, je fais l'œuvre. Après, il y a une mise en image par ordinateur. Et ensuite, il faut travailler avec des sociétés qui, elles, vont reproduire ça sur de la tôle émaillée. Voilà, La tout un première travail. station, c'est 5 années de travail. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, Cédric Eckhodt, vous prendrez le métro différemment si vous passez par le Monnier. Mais c'est une station qu'on remarque, hein, elle est très belle, franchement. Elle est belle, hein. Oui, elle est belle. Et elles ne le sont pas toutes. Et elles ne sont pas C'est toutes. gentil, Non, mais c'est vrai, c'est ça. gentil. Voilà. Et puis elle est porteur d'une valeur qui Ben, va payer. évidemment, Au moment où évidemment. on parle avec tout ce qui se passe, voilà. Amsi Boubaker, donc exposition à l'espace Art Gallery rue de Laken, c'est jusqu'au 29 mai. Martin de Marneffe, c'est sur Bandcamp ou chez votre disquaire. Et pour Cédric Eckhodt, c'est au Théâtre National jusqu'au 28 mai ou le 2 juin au cinéma Le Palace pour le documentaire Yo. Merci à tous les trois. On espère que vous avez apprécié l'expérience et on espère vous revoir un jour dans Connaissez-vous. Merci. C'était Connaissez-vous, exceptionnellement pas de micro ouvert cette semaine. La chanteuse que nous devions recevoir a eu une petite extinction de voix. Ce sont des choses qui sont imprévisibles et qui parfois arrivent. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec un numéro qui sera assez particulier. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt.